Un séisme de magnitude 3,8 ressenti à Brest. Un séisme de magnitude 3,8 a été ressenti ce mercredi soir à Brest vers 22h30. L'épicentre serait situé entre Châteaulin et le Relecq-Kerhuon. Un séisme de magnitude 3,8 a eu lieu ce mercredi soir vers 22h20 près de Brest, Finistère, indique sur son site le Réseau national de surveillance sismique. D'après le Bureau central sismologique français, l'épicentre était situé à 19 km au nord de Châteaulin. De son côté, le RENAS indique qu'il serait localisé près du Relecq-Kerhuon. Son emplacement précis devrait être mieux déterminé dans la matinée. Peu ressentie dans les quartiers sud de Brest, la secousse là en revanche était davantage dans le quartier Bohard et vers le Relecq-Kerhuon. De nombreux internautes ont témoigné de leur surprise voire de leur inquiétude sur les réseaux sociaux. De nombreux habitants de Brest même, dans le centre-ville et sur le port, l'ont à peine ressenti. On l'a plus entendu, comme un bruit fort mais pas gênant, comme si c'était la mer, plus qu'une secousse, explique Kylian. J'habite au 8e étage dans le quartier de la gare mais je n'ai rien senti, c'est une amie au premier étage qui m'a alerté, acquiesce Léa. La secousse a été très brève. Mon père m'a appelé car les bouteilles dans le frigo se sont mises à bouger pendant 3 ou 4 secondes, explique Rodolphe. J'étais dans un bar et le plancher s'est mis à trembler un peu, on s'est demandé si c'était des gens qui dansaient, ajoute son ami. On ne savait pas que c'était un tremblement de terre. Broken Wood, la saison 4 arrive le 4 février sur France 3. France 3 débutera la diffusion de la saison 4 inédite de sa série policière à partir du dimanche 4 février, à raison d'un épisode par semaine. L'heure de la retraite n'a pas encore sonné pour le commissaire Mike Shepard. France 3 proposera la saison 4 de Broken Wood, série policière néo-zélandaise, à partir du dimanche 4 février en première partie de soirée. Comme c'est le cas depuis le début de la série, cette nouvelle saison se compose de 4 épisodes de 90 minutes. Broken Wood est toujours mené par Neil Rea, dans le rôle du commissaire Mike Shepard, et par Fern Sutherland, dans celui de Christine Sims, sa partenaire d'enquête. Un troublant accident mortel. Ce premier épisode de la saison 4 s'intitule Chute libre. Lors d'un pique-nique organisé par Gina pour la fête d'anniversaire de Mike, Bryn et Christine sont témoins d'un accident mortel de parachutisme. La victime, André Barrington, est un ex-petit ami de Christine. Ce jour-là, la victime sautait avec son frère, sa mère ainsi que sa nouvelle compagne, Grace Turner. Au fil de l'enquête, des éléments troublants transforment l'accident en un acte criminel, les cordes du parachute d'André ont été sectionnées. S'agit-il d'un suicide ou d'un meurtre? Et Grace a-t-elle pu jouer un rôle dans cette tragédie? Mike Shepard, secondé par Christine, dont le passé commun avec la victime est une source d'information, vont s'attacher à répondre à ces questions. Cette diffusion inédite s'accompagnera à 22h30 d'une rediffusion de l'épisode d'ouverture de la saison 3, Le Veuf Noir. Depuis la saison 3, France 3 privilégie une programmation de sa série le dimanche soir et l'hiver, en lieu et place d'une diffusion le mardi, en saison estivale. Un pari gagnant, Broken Wood compte parmi les séries étrangères les plus suivies en France en 2017, avec une audience moyenne consolidée sur l'ensemble de la saison 3 de 3,4 millions de personnes, soit 12,8% de part d'audience auprès de l'ensemble du public, selon Médiamétrie. Municipal, pour Agnès Buzyn, Paris est une ville anxiogène qui stresse les gens. L'ancienne ministre de la Santé a confirmé ce mercredi sur BFM TV qu'elle serait tête de liste pour l'AREM dans le 17e arrondissement de Paris. Face à Ruth Elkruijff, la candidate a dévoilé plus en détail les grandes lignes de son programme pour la capitale. 3 jours après avoir fait savoir qu'elle remplacerait Benjamin Griveaux comme candidate LaREM au municipal à Paris, Agnès Buzyn a confirmé à BFM TV qu'elle serait tête de liste dans le 17e arrondissement de la capitale, comme elle l'avait indiqué la veille à BFM Paris. Lors d'un entretien accordé à Ruth Elkruijff ce mercredi, Agnès Buzyn a défendu un projet d'apaisement et de sérieux pour la capitale, considérant que Paris était une ville anxiogène qui stresse les gens, où il ne fait plus bon vivre. L'ex-ministre décrit le 17e arrondissement comme un arrondissement riche, fait de diversité, qui va des quartiers les plus bourgeois jusqu'aux quartiers plus populaires. En somme, un quartier des plus représentatifs de ce qu'est Paris. Elle dit ainsi vouloir suivre la ligne sécuritaire de Benjamin Griveaux afin de rassurer les parents, les personnes âgées. Sur la question de la transition écologique, elle estime que celle-ci est une évidence mais elle souhaite améliorer la méthode. Je veux permettre à chacun de trouver sa place dans cette ville, a encore plaidé l'ancienne ministre sur notre antenne.
Les politiques qui ont été menées ont favorisé des personnes aux dépens des autres. Paris est une ville lumière, elle doit avoir un projet scientifique, de progrès. Ce n'est pas une course d'ancienneté. Pour elle, son entrée en campagne tardive n'est aucunement un handicap. C'est un défi, mais la course à la mairie de Paris n'est pas une course d'ancienneté, a-t-elle estimé. J'ai largement le temps de faire campagne, je suis concentré mais pas stressé, je sais gérer, la complexité des dossiers ne me fait pas peur. L'ex-ministre de la Santé, qui a choisi de quitter son poste dimanche dernier, explique avoir toujours eu en tête une éventuelle candidature à la mairie de Paris. Sur BFM TV, Agnès Buzyn est revenue sur ses larmes lundi dernier, le jour de la passation de pouvoir. Ce sont des larmes d'émotion et de reconnaissance, confie-t-elle, après 3 ans passés dans un ministère de l'humain dans lequel elle s'est engagée pleinement. Quand Benjamin Griveaux a annoncé son départ, la question s'est posée. Je l'avais en tête, et pour moi c'était une rencontre évidente, ajoute Agnès Buzyn, expliquant avoir pris sa décision après avoir parlé avec Emmanuel Macron. Selon elle, c'est la rencontre entre une envie et une opportunité malheureuse et latente que je peux mettre au service de Paris. Hidalgo et Dati ne sont pas des ennemis. L'ancienne ministre explique ensuite avoir tendu la main à l'ex-marcheur Cédric Villani, souhaitant qu'il rejoigne son projet. La décision lui appartient, lance-t-elle, avant d'assurer, je ne lui ferme pas la porte. Je souhaite rassembler autour de moi. S'il le souhaite, il est toujours le bienvenu. Celle qui, un peu plus tôt, regrettait que Cédric Villani ait imposé un rapport de force entre eux, ajoute cependant, je ne suis pas dans le marchandage. Soit on se met d'accord pour créer une majorité. Je souhaite qu'il rejoigne le projet que je porte. Je travaille sur une complémentarité mais pas dans du chipotage. Enfin, Agnès Buzyn a déclaré n'avoir rien de particulier à déclarer à ses adversaires politiques, en l'occurrence la tête de liste LR Rachida Dati et la maire sortante socialiste Anne Hidalgo, pour qui elle dit avoir de l'affection, de l'amitié. Je ne les considère pas comme des ennemis. Elle juge toutefois que la méthode d'Anne Hidalgo a été brutale, avec notamment la fermeture des voies sur berge. Elle exclut, aussi, tout rapprochement entre LR et l'AREM, ne souhaitant pas être dans des discussions d'appareil. Interrogée sur le renoncement de son prédécesseur, rattrapé par une affaire de vidéos intimes, Agnès Buzyn a confié être effrayée de voir que tous les coups étaient permis, déplorant une atteinte à la vie privée. Je suis heureuse que Benjamin Griveaux poursuive sur le volet judiciaire. C'est troublant, pour la femme politique que je suis, le pouvoir qu'a cette action illégale sur une élection. Sur le plan démocratique, c'est inquiétant. Je n'ai aucun jugement moral à faire. Comment garantir la transparence sans atteindre à la vie privée? La Xbox stimulera l'e-sport Halo Infinite comme jamais auparavant dans la série. Halo Infinite sortira cette année et vise à être l'une des meilleures exclusivités que les utilisateurs de Microsoft auront. Parmi les caractéristiques qui excitent davantage sur ce titre, il y a la section multijoueur compétitive, surtout si l'on tient compte de l'évolution de la scène de la franchise compétitive ces dernières années. Les plans de Microsoft pour le soutenir vont plus loin et ont annoncé aujourd'hui une alliance avec laquelle ils espèrent porter l'expérience à un nouveau niveau. Grâce à Twitter, le compte dédié de Halo pour les sports électroniques a officiellement révélé qu'ils formeront une alliance avec l'équipe spécialisée dans ce thème du moteur des sports électroniques, grâce à laquelle il sera possible de porter cette section vers de nouveaux horizons. Par une déclaration officielle, il a été signalé que eSports Engine serait des partenaires très proches, car ils deviendront responsables de l'administration mondiale des eSports pour la série Halo. C'est notre mission d'offrir le meilleur programme d'e-sport que Halo a reçu en 18 ans d'histoire et nous ne pouvons pas penser à un meilleur partenaire que les fans de longue date de Halo et les vétérans du moteur eSports, a déclaré 343 Industries. Une partie de cela se reflétera dans l'organisation du meilleur programme d'e-sport Halo Infinite et assurera la meilleure expérience pour les joueurs, les fans, les équipes et les opérateurs du monde entier. Si vous pensez qu'il y aura des problèmes pour que cette entreprise atteigne ses objectifs, nous vous rappelons qu'elle a de nombreuses années d'expérience dans la franchise Halo, et ce n'est que l'annonce d'une relation plus étroite et plus formelle avec l'équipe de développement. De plus, afin de savoir quelles décisions sont les meilleures pour le titre et organiser la planification d'événements, il a été révélé que eSport Engine embaucherait une personne dont la seule tâche sera de jouer à Halo Infinite en tant qu'emploi à temps plein, selon GameSpot. Cela dit, eSports Engine a déjà rejoint l'équipe Halo Championship Series tandis que 343 Industries continue de développer le programme. Que pensez-vous de cette association? Êtes-vous enthousiasmé par la scène compétitive de Halo?
Êtes-vous impatient d'en savoir plus? Lorsqu'Halo Infinite sera disponible, allez-vous essayer de faire partie de sa section e-sport? Dites-le nous dans les commentaires. Nous n'avons pas vu beaucoup de jeux en action, mais tout indique que l'art et la section audio seront exceptionnels. En plus de Halo Infinite, les fans de la série ont d'autres raisons de se réjouir, car de nouveaux jouets liés à la franchise devraient arriver sur le marché. Halo Infinite fera ses débuts exclusivement pour les consoles Microsoft 10 et Xbox One et Xbox Series X. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet si vous consultez son onglet. Handball, TMC diffusera le tournoi de qualification olympique avec l'équipe de France. Les matchs auront lieu du 17 au 19 avril à Paris. Le groupe TF1 poursuit sa stratégie d'acquisition des droits. Selon une information de l'équipe, TMC s'est offert les droits télévisuels de handball pour le tournoi de qualification olympique, TQO. Il sera organisé à Paris du 17 au 19 avril prochain. Durant cette compétition, les Bleus devront affronter la Croatie, le Portugal et la Tunisie. Si l'équipe de France parvient à atteindre l'une des deux premières places, elle sera qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo, qui auront lieu du 24 juillet au 9 août 2020. Les 3 rencontres seront proposées en prime time sur la chaîne TNT du groupe TF1, avec Grégoire Margoton et Philippe Garde aux commentaires. Notre envie est de donner le meilleur des équipes de France. Le groupe audiovisuel présidé par Gilles Pélisson confirme ainsi son intérêt pour le handball puisqu'il avait acquis fin novembre 2019 des droits en clair des championnats d'Europe de la discipline pour la période 2020 à 2024. Cet achat concernait 6 épreuves en tout, 3 compétitions masculines et 3 compétitions féminines. La Une n'a cependant pas acheté l'intégralité de ces compétitions qui seront diffusées dans leur entièreté par beIN Sport. Propriétaire des droits après les avoir acquis auprès de l'agence Infront Sport, la chaîne qatari a sous-licencié à la Une les droits de diffusion en clair de 3 matchs de l'équipe de France durant les phases de poule, phase préliminaire et tour principal, ainsi que ceux de la demi-finale et de la finale, en cas de participation de l'équipe de France. Le 18 novembre 2019, interrogé par puremedia.com, Julien Millereux, directeur adjoint des sports du groupe TF1, avait cité le handball comme un bon exemple de la nouvelle stratégie d'acquisition de droits de TF1. Celle-ci privilégie désormais les événements ponctuels autour de sports collectifs, très orientés maillot bleu. Notre envie est ainsi de donner le meilleur des équipes de France, avait-il notamment expliqué. Première séance, le cas Richard Jouel démarre fort devant l'Appel de la Forêt. 10 jours sans maman complète le podium. Clint Eastwood s'empare de la première place. Lors des premières séances parisiennes, le drame américain Le cas Richard Jouel du réalisateur a devancé la concurrence. Ce long métrage porté par Sam Rockwell, Cathy Bat et John Hamm a attiré 2658 cinéphiles. Le réalisateur fait toutefois moins bien qu'avec La Mule, son précédent long métrage, qui avait convaincu 3463 personnes en janvier 2019. Par ailleurs, le cas Richard Jouel bénéficie d'une très grosse exploitation en étant projeté dans 37 salles de la capitale, soit l'une des plus grosses distributions de l'histoire à Paris. Le cas Richard Jouel ne fait qu'une bouchée de l'Appel de la Forêt. Le film d'aventure américain de Chris Sanders, emmené par Harrison Ford et Omar Sy, a séduit 1356 spectateurs dans 20 salles de la capitale. Il s'agit là du plus faible démarrage d'un film avec Harrison Ford depuis la stratégie Ender en novembre 2013, 964 curieux. La médaille de bronze revient à 10 jours sans maman, comédie française de Ludovic Bernard. Franck Dubosc, Horatica et Alice David ont pu compter sur 809 Parisiens dans 13 salles, offrant au réalisateur le deuxième meilleur démarrage de sa carrière. Quant à Horatica, elle doit remonter à la vie d'une autre, en février 2012, pour trouver plus gros lancement, 1335 personnes. Au pied du podium, projeté dans 13 salles de la capitale, le film espagnol Lettre à Franco d'Alejandro Amenábar a pu compter sur 579 spectateurs pour une diffusion sur 13 écrans à travers la capitale. Le gouvernement s'insurge contre les stations de ski qui vont chercher de la neige par hélicoptère ou camion. Pour pallier le faible neigement, de la neige a été déversée par hélicoptère sur les pistes de Luchon Super-Bagnères. La ministre de la Transition écologique a critiqué cette décision. Une réunion doit avoir lieu avec les acteurs concernés dans les prochains jours. Le conseil départemental de Haute-Garonne a décidé de déverser de la neige par hélicoptère, sur la station de Luchon Super-Bagnères, pour pallier le mauvais enneigement. Une décision qui a fait réagir la ministre de la Transition écologique.
Enneiger des stations de ski par hélicoptère n'est pas une voie possible, a tranché ce dimanche Elisabeth Borne. Nous réunirons avec Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État au tourisme et au commerce extérieur, les acteurs concernés dans les prochains jours, a-t-elle ajouté dans un tweet. Le périmètre de cette consultation, qui aura lieu dans la semaine, n'est pas encore précisément fixé, elle devrait réunir en tout cas les responsables du domaine skiable de France, a-t-on indiqué ce dimanche à son cabinet. Le message de la ministre était clair avec ce tweet, il s'agissait de mettre un coup d'arrêt rapide, car il n'est pas possible de réitérer de telles opérations très polluantes, souligne un de ses conseillers. Cette réunion vise aussi à chercher des solutions pour les élus locaux, les transports de neige par camion étant également problématiques, selon la même source. Une allusion à la décision prise à la station de Gérardmer de faire livrer de la neige par camion. Il est temps de changer de modèle, s'est indigné dans un tweet Emmanuel Wargon, secrétaire d'État auprès de la ministre. 50 à 80 emplois concernés. Il a fallu 2h30 d'hélicoptère pour transporter quelques 50 tonnes de neige. Le coût est évalué entre 5 000 et 6 000 euros, mais en termes de retour sur investissement, il faut multiplier au moins par 10, avait justifié le syndicat mixte chapeautant cette station. Selon le syndicat, entre 50 et 80 personnes vont pouvoir travailler grâce à cette opération, le personnel de la station, mais aussi les moniteurs, les loueurs de matériel, les restaurateurs. L'initiative, très dispendieuse et très peu écologique en termes d'émissions de Compagnie 2, a suscité une vague de réactions très critiques dans les médias, alors que le gouvernement met en avant la priorité environnementale pour réduire les émissions de Compagnie 2.